Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette réunion autour de la présentation du dernier exercice de prospective des métiers et des qualifications. Donc, nous vous remercions. Vous êtes environ 100. Donc, merci pour votre présence. Et j'en profite également pour remercier les différents intervenants. Pour présenter rapidement l'équipe de France Stratégie, je suis Eva Tranier, chef de projet donc, à France Stratégie au sein du département Travail, Emploi, Compétences. Et je suis accompagnée de Marianne Diane, qui est chef de projet et responsable du réseau Emploi Compétences. On a aussi autour de la table Jean Flamand et Cécile Joly, qui sont co-rapporteurs de l'exercice de prospective des métiers et des qualifications. Donc, pour vous présenter rapidement, ces réunions thématiques sont pilotées par un membre du réseau Emploi Compétences avec le soutien de France Stratégie, et elles sont l'occasion d'une mise en commun de réflexion, de pratiques, de retours d'expérience, d'échanges et de débats autour d'une publication, d'un questionnement ou d'une expérimentation. Donc, pour cette réunion, ce sera l'occasion de présenter une publication. Dans un premier temps, sera présenté par Jean Flamand et Cécile Joly, co-rapporteurs de l'exercice, la méthodologie d'élaboration et les principaux enseignements nationaux et régionaux de ce travail prospectif. Et un second temps sera dédié plutôt à l'usage et à l'appropriation de cette étude dans les territoires. Et pour cela, on aura une intervention de France Duquesnoy, qui est responsable du pôle aide à la décision du Cariforef Pays de la Loire, qui illustrera la manière dont ces résultats sont mobilisés en région Pays de la Loire. Et pour finir, on aura une intervention de Nicolas Bellani, qui est data analyst au sein de Cap Métiers de Nouvelle-Aquitaine, et qui présentera l'intérêt d'une intégration de ces données prospectives régionales dans le cadre de l'outil Octopilote. Pour vous faire un point rapide sur le fonctionnement de cette webconférence, on est assez nombreux, donc ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions dans le chat, mais là où il y a le chat intitulé questions-réponses. Et ensuite, on reprendra ces questions et on les relaiera aux différents intervenants. Pour information, on enregistre cette réunion pour qu'ensuite on puisse diffuser un replay sur le site de France Stratégie, et vous pouvez retrouver les études sur le site de France Stratégie également. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean et Cécile. Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, nous allons vous présenter les résultats de l'exercice sur les perspectives de recrutement à 2030. On va faire ça en deux temps. On va d'abord vous présenter les résultats nationaux et on vous laissera un temps de questions parce que c'est un exercice qui est quand même assez complexe. Et puis, dans un second temps, on vous présentera les résultats régionaux. Alors, qu'est-ce que c'est les besoins et les difficultés de recrutement à 2030? C'est un exercice régulier qui est copiloté par France Stratégie et la DARES, qui est l'Institut du ministère du Travail, qu'on a vraiment cette fois co-élaboré complètement. C'est un panorama d'abord qui est très quantitatif, qui est chiffré, qui essaye d'imaginer l'ampleur. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, c'est plutôt sur les volumes que sur les chiffres exacts qu'il faut s'apesantir. Mais pour autant, c'est un exercice qui est concerté. Il est concerté parce que nous avons un comité d'orientation de la prospective des métiers et des qualifications. Je crois que dans la salle, quelques-uns de ses membres sont présents, qui rassemblent les partenaires sociaux, les branches et tous les acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Et aussi parce que nos résultats nationaux ont été concertés de manière privilégiée avec les branches professionnelles, et que nos résultats régionaux, et France, à notre suite, à Jean et moi, le montrera, ont été concertés avec les observatoires régionaux de l'emploi. Donc, comment on fait cette prospective quantifiée? Quelles sont les méthodes? C'est d'abord par là que je vais commencer. Donc, nous avons plusieurs flux que nous modélisons sur le marché du travail. Le premier et le plus gros flux, c'est celui qui est tout à fait à droite en orange. Ce sont les départs en fin de carrière qui font l'objet d'un modèle de micro-simulation qui a été réalisé au niveau régional par l'INSEE Région, le PSAR, et où, en fait, on anticipe à partir des actifs en emploi par métier
les probabilités de départ de ces individus en emploi en tenant compte de leur régime de retraite, mais aussi de leurs caractéristiques socio-professionnelles, de leur genre et toutes ces sortes de choses. Le deuxième flux que nous identifions sur le marché du travail, ce sont les créations nettes d'emplois qui sont modélisées à l'aide d'un modèle macro-sectoriel avec des hypothèses qui sont relativement conventionnelles. Grosso modo, c'est la population active projetée par l'INSEE et ce sont les hypothèses de productivité, de chômage de long terme du corps. Où on a des hypothèses internationales qui, elles aussi, sont une sorte de consensus forecast. Et à partir de cette modélisation, nous en avons des emplois par secteur et nous faisons une matrice entre secteur et métier puisque ce sont les entreprises qui recrutent les métiers et on tient compte de la propension plus ou moins grande des entreprises à recruter toujours plus d'ingénieurs informatiques et toujours moins de secrétaires. La somme des créations nettes d'emplois et des départs en fin de carrière, ce sont les postes à pourvoir. Pour occuper ces postes, on modélise un troisième flux et pour cela, nous avons eu l'aide de l'ADEP, qui est l'Institut statistique de l'éducation nationale, et du CEREC avec l'enquête génération, où on modélise des jeunes débutants en emploi, c'est-à-dire des sortants de formation initiale depuis 3 ans, et on infère de leur niveau de diplôme anticipé l'emploi qu'ils occuperont à 2030. Donc, entre les deux, on peut avoir par métier un déficit entre les besoins de recrutement et les viviers constitués par les jeunes, mais ces déficits sont partiels puisque nous ne modélisons pas un certain nombre de flux dont nous tenons compte qualitativement et on vous en reparlera dans la suite de la présentation. Nous ne tenons pas compte des mobilités entre métiers, c'est-à-dire des changements de métier, et on a des mobilités ascendantes en particulier qui sont très importantes, ce qui fait que les métiers les plus qualifiés ont plutôt des mobilités sortantes nettes et les métiers qualifiés ont plutôt des mobilités entrantes nettes. On ne modélise pas non plus le métier des chômeurs et c'est très important puisque on a 450 000 chômeurs en moins dans notre modélisation, mais là encore, les métiers n'ont pas la même propension à recruter des chômeurs. On ne modélise pas non plus le solde migratoire et là aussi, on a des métiers en particulier dans la construction qui sont des métiers d'insertion des immigrés et puis nous ne modélisons pas les personnes qui sortent de l'inactivité et pour certains métiers comme les aides à domicile, c'est relativement important puisque ce sont des professions de femmes en reprise d'activité après avoir élevé leurs enfants. Alors, les premiers résultats sont ceux des créations nettes d'emplois. Les créations nettes d'emplois, vous voyez sur ce graphique, ce sont les courbes en bleu, elles sont exprimées en milliers d'emplois. Les métiers les plus dynamiques sont les ingénieurs et cadres du privé, qui sont structurellement en croissance sur le marché du travail français. Alors, ça a trait à deux choses. La spécialisation de l'économie française dans les services aux entreprises et dans les services qualifiés singulièrement, mais aussi l'élévation continue du niveau de qualification des actifs en emploi, qui est lié au progrès technologique, mais aussi à l'élévation du niveau de diplôme des jeunes sortants. Et la deuxième catégorie de métiers qui est très, très en croissance, ce sont les métiers du care, et là, à tous les niveaux de qualification, donc de l'aide à domicile aux médecins, et qui sont assis sur des besoins structurels liés au vieillissement de la population, bien évidemment, qui nécessitent plus de dépenses de santé, mais aussi une prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Et enfin, vous voyez sur ce graphique qu'on a aussi des métiers qui sont très en croissance, qui sont les ouvriers qualifiés de la manutention, et les ouvriers peu qualifiés. Et ce sont des métiers qui sont liés au développement du e-commerce qu'on a rendu tendanciellement plus important dans notre modélisation. Donc, c'est très important. Alors, pour avoir une vision complète des besoins de recrutement, il faut y ajouter bien sûr les départs en fin de carrière, donc l'ensemble des postes qui seront laissés vacants par les seniors qui vont quitter le marché du travail. Donc déjà, globalement, on estime qu'on aura 800 000 postes à pourvoir chaque année à l'horizon 2030. Et sur ces 800 000 postes, 9 sur 10 vont directement découler de ces départs en fin de carrière. Donc on voit que déjà, au niveau global, la dimension démographique est assez prépondérante dans la dynamique des besoins de recrutement.
Et donc, quand on prend en compte ces départs en fin de carrière, et qui figurent ici, c'est la partie orange de l'histogramme qui s'ajoute du coup aux créations d'emplois, on voit que sur ces 15 métiers pour lesquels on anticipe les besoins de recrutement les plus élevés, on voit que à la fois la hiérarchie et le type de métier qui figure dans ce graphique est assez différent du graphique précédent. Donc, on retrouve dans les métiers aux plus forts besoins de recrutement des métiers notamment pour lesquels on n'anticipe pas ou peu de création d'emplois. C'est le cas des agents d'entretien, des enseignants ou encore des conducteurs de véhicules, mais pour lesquels les besoins sont très importants, notamment du fait de ces départs très importants de départ en fin de carrière, puisque ce sont en très grande majorité des métiers plutôt vieillissants à la pyramide des âges assez avancée. Alors, il y a une petite exception dans ce graphique, c'est le cas des ingénieurs informatiques, où effectivement, et c'est le seul en fait sur les 83 métiers analysés dans le rapport, hein, où finalement la dynamique des besoins de recrutement, elle est essentiellement tirée par la très forte dynamique des créations d'emplois, puisqu'on voit que la partie bleue de l'histogramme, elle est prépondérante, alors que pour l'essentiel des métiers qui figurent sur ce graphique, c'est plutôt effectivement la partie orange qui domine, avec quelques métiers où il y a un équilibre entre les deux. C'est le cas notamment des infirmiers sages-femmes ou encore des cadres commerciaux et technico-commerciaux. Alors, quel déficit de main-d'œuvre peut-on attendre dans ces 15 métiers aux forts besoins de recrutement, aux plus forts besoins de recrutement, si l'on tient compte des jeunes qui vont quitter le système éducatif et s'insérer dans ces métiers? Donc, je rappelle déjà de manière globale qu'on s'attend à ce qu'il y ait environ 640 000 jeunes qui, à la fois, quittent le système éducatif et s'insèrent dans l'emploi à l'horizon 2030. Donc, il faut mettre ces 640 000 jeunes, ce flux de 640 000 jeunes, il faut le mettre en regard des 800 000 postes à pourvoir au niveau global. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de regarder quel est finalement le déséquilibre entre les besoins de recrutement d'un côté, qui figurent à droite sur ce graphique. On retrouve à la fois les créations d'emplois en bleu et les départs en fin de carrière en orange. Et donc, on va mettre en regard de cette partie droite le flux de jeunes qui va s'insérer dans les métiers à l'horizon 2030. C'est la partie rouge qui apparaît à gauche. Et donc, l'écart entre la partie droite et la partie rouge nous permet de mettre en évidence ce que l'on appelle des déséquilibres, qui vont être soit positifs, soit négatifs. Et ce déséquilibre, il est matérialisé ici par un petit losange gris. Donc, si je prends l'exemple des agents d'entretien, notamment, on voit que ce losange, ce déséquilibre, il est positif et de manière assez forte, ce qui veut dire que spontanément, on aura environ 330 000 postes qui ne seront pas spontanément couverts par l'afflux de jeunes qui vont s'insérer dans ce métier à l'horizon 2030. Si je prends l'exemple des aides à domicile, c'est un peu le même constat. On aura un déficit potentiel de main-d'œuvre de l'ordre de 220 000 postes à l'horizon 2030, compte tenu du faible afflux de jeunes qui va s'insérer dans ces métiers. Donc, pour beaucoup de ces métiers aux très forts besoins de recrutement, on voit que l'écart est plutôt positif et assez fort. Il y a une petite exception, c'est le cas des vendeurs, où vous pouvez constater que le déséquilibre anticipé est négatif. Donc, il ne faudrait pas conclure trop rapidement que finalement, on formerait trop de vendeurs dans ce métier, puisque, comme l'a rappelé Cécile tout à l'heure, dans cet exercice, on calcule des déséquilibres qui sont partiels au sens où on ne prend pas en compte un certain nombre d'autres flux qui vont pouvoir venir compenser ou accentuer ces déficits de main-d'œuvre, et notamment les mobilités professionnelles, dont on sait qu'elles sont très importantes dans le cas du métier de vendeur. Elles sont sortantes, ce qui veut dire que beaucoup en fait, de jeunes qui débutent dans ce métier quittent assez vite en cours de carrière la profession de vendeur pour soit monter en qualification, rejoindre un métier de cadre, par exemple, ou de technicien, ou même tout simplement se reconvertir. Donc, si on prenait en compte le flux de mobilité professionnelle qu'on a pu observer dans le passé, eh bien, on constate que finalement, à l'horizon 2030, on aurait un déséquilibre qui est quasi nul dans ce métier. Donc, tout l'objectif. Peut-être juste une question dans le chat. Donc, effectivement, comme le disait Eva, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet QR pour qu'on puisse y répondre pendant l'échange. Il y a juste une question qui revient souvent, donc je me permets de vous la poser. Vous avez des éléments de précision sur l'équilibre des médecins qui surprend quand même pas mal de gens. Oui. Toutes les professions médicales, la difficulté, c'est que ce sont des professions qui sont à la fois publiques et privées. Qui sont toutes socialisées puisqu'elles sont les dépenses sont assurées par l'assurance maladie tout de même, mais on a une grande différence entre le secteur public et le secteur privé. Ce sont des métiers qui sont des métiers très réglementés. Donc, on ne peut pas exercer sans avoir un diplôme d'État. Mais du coup, on est en mesure
de grosso modo former, d'ouvrir les places de formation nécessaires aux besoins au fur et à mesure des temps. Donc, ce que nous, on a anticipé, par exemple, pour les médecins, c'est qu'effectivement, on aurait assez de médecins, ce qui veut dire quand même qu'il faudra ouvrir au long de la période beaucoup de places de formation. Nous, on ne dit pas que le système éducatif va être capable de le faire. On sait simplement que c'est un métier vers lequel les jeunes se destinent, qui est vraiment un métier très attractif, et que si on poursuit la tendance d'orientation des jeunes par rapport au flux de sortants qu'on a, on n'a pas de difficulté majeure de recrutement. Ce qui ne veut pas dire, et on le verra par la suite, qu'on ne va pas avoir des inégalités géographiques que vous connaissez sur la médecine, évidemment, et qu'on ne va pas avoir non plus une inégalité entre public et privé qu'on connaît aujourd'hui sur les infirmiers, les médecins et les aides-soignants en particulier. Donc, c'est des équipes qui figurent sur ce graphique. Il faut les interpréter aussi comme une variation du niveau de tension tel qu'on l'observe aujourd'hui dans les métiers. Donc, on vous a affiché cette information à droite du graphique. Et donc, pour l'essentiel de ces métiers, on voit que les tensions aujourd'hui sont fortes à très fortes. Donc, comment mettre en relation justement ce déficit de main-d'œuvre anticipé à l'horizon 2030 avec le niveau de tension qu'on observe aujourd'hui? Donc, schématiquement, on a 4 catégories de métiers. Une première catégorie de métiers en haut à gauche, où on considère que les difficultés de recrutement actuelles, qui sont fortes à très fortes, pourraient s'accentuer compte tenu du niveau de déséquilibre qu'on observe, qui dépasse un certain niveau d'emploi dans chacun de ces métiers. Donc, on fait l'hypothèse, enfin, on en déduit qu'effectivement, dans les métiers notamment d'aide à domicile ou encore d'ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, les difficultés actuelles de recrutement pourraient s'accentuer si l'on ne fait rien effectivement pour essayer de combler ces difficultés. Deuxième catégorie, en haut à droite, ce sont les métiers pour lesquels, à l'inverse, les tensions pourraient éventuellement se réduire. Donc, le cas notamment des employés et agents de maîtrise d'hôtellerie-restauration, des techniciens de la banque et des assurances ou des employés de la comptabilité, pour lesquels les difficultés de recrutement actuelles sont fortes, voire très fortes dans certains cas, mais pour lesquels on anticipe notamment une stabilité, voire une destruction d'emplois, et notamment dans le cas des techniciens de la banque ou des employés de la comptabilité, c'est directement en lien avec un phénomène d'automatisation aussi. Et donc, compte tenu de ces tendances, on peut penser qu'à l'horizon 2030, les difficultés actuelles pourraient se réduire. Troisième catégorie en bas à gauche, c'est les métiers pour lesquels les tensions aujourd'hui sont faibles, voire nulles, et en revanche, elles pourraient apparaître, et c'est le cas notamment des ouvriers qualifiés de la manutention ou des agents d'entretien. Dans les deux cas, pour des raisons assez différentes. Dans le cas des agents d'entretien, c'est, on l'a vu tout à l'heure, essentiellement lié au fait qu'il y aura de très forts départs en fin de carrière dans ces métiers, donc un très grand nombre de besoins de recrutement en lien avec le renouvellement des postes qui seront laissés vacants par les seniors. Et à l'inverse, chez les ouvriers qualifiés de la manutention, c'est la très forte dynamique des créations d'emplois qui va expliquer que potentiellement les difficultés actuelles, qui sont plutôt ténues, pourraient devenir importantes. Et on a une dernière catégorie de métiers en bas à droite, où là, les tensions ne vont pas s'accroître et ne vont pas se réduire, mais elles pourraient se maintenir. C'est le cas notamment des infirmiers sages-femmes, des ingénieurs informatiques ou encore des ouvriers qualifiés de la maintenance. Donc, encore une fois, cet exercice, ça n'est pas de la prévision, hein, c'est des équilibres partiels qui sont présentés ici. Il faut les interpréter plutôt comme des points d'alerte. Tout l'enjeu de ce travail, justement, c'est d'essayer d'informer, d'alerter sur les trajectoires potentielles des difficultés de recrutement à l'horizon 2030 et d'inviter chaque acteur, justement, à mettre en place un certain nombre d'actions pour éviter que ces tensions ne s'accroissent ou n'apparaissent. Donc, c'est vraiment une incitation à l'action, cet exercice, directement à destination à la fois des pouvoirs publics, des acteurs de l'emploi, en région notamment, et aussi de manière plus large des employeurs. Donc, on va s'arrêter là dans un premier temps pour éventuellement répondre à vos questions à la fois de compréhension ou des remarques que vous auriez sur ce qu'on a présenté à ce stade, avant de poursuivre avec le travail de déclinaison régionale. Si vous avez des questions de compréhension ou des réactions, n'hésitez pas à les mettre sur l'onglet Q et R, qu'on puisse les relayer. Désolée, tout à l'heure, apparemment, je parlais, mais on ne m'entendait pas. Donc, n'hésitez pas à les mettre là et puis on les relaiera aussi au fil de l'eau à nos intervenants. Pardon, excusez-moi. Donc, on va poursuivre sur la régionalisation de ces projections nationales.
puisque en dehors des départs en fin de carrière qui ont été modélisés directement au niveau régional à travers le recensement, les projections ont été faites uniquement nationales et après, nous avons réparti ces projections de jeunes débutants et de création nette d'emplois essentiellement en fonction de la part de la région dans l'emploi des métiers. Donc, part de la région dans la création nette d'emplois passés des métiers et dans les jeunes débutants des métiers. Et donc, on arrive à partir de là à avoir une déclinaison régionale de tous ces flux. Donc, comme pour la projection nationale, je vous montre d'abord la répartition des flux de création d'emplois. Alors, ces flux sont exprimés en pourcentage de l'emploi de 2019 parce qu'évidemment, vous pouvez bien vous rendre compte que la taille des régions et surtout de l'emploi n'est pas du tout similaire puisque, par exemple, l'Île-de-France, c'est presque 6 millions d'emplois et les Hauts-de-France, 1 million. Donc, si je vous mettais en milliers, vous ne verriez rien et on ne pourrait pas comparer les régions entre elles. Donc, ce que ce graphique montre, et nous avons pris la tendance passée de la part du métier. Donc, ça veut dire qu'on a considéré que les régions qui étaient très dynamiques dans le passé le seraient à l'avenir davantage. Et c'est ça que ce graphique reproduit d'une certaine manière. Et c'est une reproduction, encore une fois, du passé, puisque par le passé, les régions qui ont été les plus dynamiques et qui le seront à l'avenir sont les régions qui sont au sud et à l'ouest jusqu'à la vallée du Rhône, où la croissance de l'emploi est toujours très supérieure à la moyenne nationale. Et à l'inverse, vous avez des régions qui sont en retrait et qui sont toutes celles du nord-est, j'allais dire ouest, mais pas du tout, avec une particularité pour l'Île-de-France qui reste, où l'emploi reste très concentré, comme vous le savez, et qui bénéficie certes d'une spécialisation sur des métiers qui sont très en croissance, en particulier les métiers de cadre, et qui donc a une croissance de l'emploi relativement importante, mais qui en même temps perd du terrain dans la part globale de l'emploi national à mesure que d'autres régions très dynamiques prennent le relais, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si on ajoute... Peut-être, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide précédente? Il y a des questions sur la Normandie. Est-ce que tu peux faire un petit commentaire sur La Normandie est stable en emploi. Ça fait partie des régions qui, par le passé, ont été moins dynamiques que les régions du sud-ouest. Simplement, dans notre projection, on a plus de création d'emplois que par le passé, puisqu'on a une croissance de 1,3% par an à peu près. Du coup, la Normandie, son emploi est stable, mais elle bénéficie peu de la croissance globale. Simplement, elle fait partie, encore une fois, de ces régions qui sont des régions moins dynamiques. Donc, si on passe maintenant effectivement aux besoins de recrutement cumulés, c'est-à-dire en tenant compte des départs en fin de carrière, on observe qu'autant les créations nettes d'emplois étaient extrêmement variables selon les régions, c'est toujours la courbe en bleu, la courbe en orange, toujours exprimée en pourcentage de l'emploi de 2019, ce sont les départs en fin de carrière. Et là, c'est beaucoup plus homogène au niveau des régions. On est autour de la moyenne nationale, à l'exception de l'Île-de-France, qui a des départs en fin de carrière beaucoup moins importants, parce que c'est une région plus jeune, et ce qui fait le lien avec la slide suivante, sur les jeunes débutants, donc ça, c'est les barres rouges, et où là, vous voyez que l'Île-de-France caracole en tête des jeunes débutants. Alors, parce que c'est une région qui est démographiquement plus jeune, mais aussi parce que c'est une région qui accueille une concentration et une diversité des établissements de formation qui fait que vous avez beaucoup de jeunes qui vont venir faire leurs études avec une insertion professionnelle en Île-de-France qui est aussi facilitée
ce qui ne veut pas dire qu'ils vont y rester toute leur vie, on le verra par ailleurs. Les Hauts-de-France sont aussi démographiquement une région très jeune. Le Grand Est est dans une configuration plus compliquée parce que démographiquement, ce n'est pas forcément une région très jeune, mais c'est une région très étudiante et où on a beaucoup de 20-29 ans, alors qu'en dessous de 20 ans, on est un peu moins bien lotis. Donc, c'est quand même une région vieillissante, et puis l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est dans la moyenne. Donc, le résultat des courses, c'est ce graphique-là, qui est le même qu'on vous avait présenté au niveau national par métier, mais là, c'est par région. Donc, c'est tout flux cumulé. Au flux de jeunes débutants de départ en fin de carrière et de création nette d'emploi, on ajoute pour la projection régionale les migrations interrégionales, c'est-à-dire les gens qui changent de région. Donc, quand c'est le flux qui est en jaune. Quand il est à gauche, ça veut dire que les régions accueillent des actifs en emploi qui viennent d'autres régions et donc qui vont s'ajouter au vivier de recrutement. C'est à gauche. Et à droite, c'est les besoins de recrutement. Quand vous avez des départs, ils viennent, les gens qui partent, en fait, ça va être des postes supplémentaires à remplacer. Donc, ils vont se trouver à droite et vous voyez, il y a une région qui alimente toutes les autres, c'est l'Île-de-France. Et là encore, ce n'est pas une tendance qui est une tendance post-Covid, c'est une tendance structurelle qui est liée au fait, à l'attractivité de l'Île-de-France, mais au fait qu'effectivement, on a des gens de toutes les régions qui viennent en Île-de-France et qui vont repartir ensuite ailleurs, en sachant que la mobilité interrégionale, elle est quand même concentrée chez les cadres et dans la fonction publique. Je le précise. Et évidemment, les régions qui attirent le plus les actifs en emploi, c'est qui? Ce sont toujours les mêmes. Les régions du Sud et de l'Ouest et d'une manière générale, tous les littoraux. Donc, c'est à la fois le dynamisme économique de la région, mais il y a un petit côté mer qu'on voit quand même de manière assez importante. Et puis, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire aussi accueillent des actifs et sans doute bénéficient-ils, eux, de la proximité de l'Île-de-France. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et donc, de la confrontation de ces viviers et de ces besoins de recrutement, on déduit, comme pour le schéma national, un déséquilibre potentiel et partiel qui est toujours symbolisé par les petits losanges. Et évidemment, vous comprenez bien que ce sont au sud et à l'ouest qu'on va avoir les plus grandes difficultés de recrutement, avec des régions qui parfois ont vraiment très peu de jeunes. Donc évidemment, c'est le cas de la Corse, mais c'est aussi le cas de l'Occitanie ou de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont des régions qui sont très dynamiques en termes d'emploi, qui sont des régions vieillissantes, même si elles ont un dynamisme démographique, mais qui est alimenté plus par des retraités ou des actifs en emploi que par des jeunes ou qui vont faire plein d'enfants. Et donc, du coup, les actifs qui viennent rejoindre ces territoires ne suffisent pas du tout à combler les besoins qui sont immenses. Et à l'inverse, l'Île-de-France est plutôt pas trop mal lotie puisqu'elle a beaucoup de jeunes débutants. Et ce sont évidemment les régions qui sont les moins dynamiques, qui ont le moins de difficultés potentielles de recrutement, mais elles en ont toutes. Si on fait comme pour la prospective nationale, une comparaison des niveaux de tension des métiers aujourd'hui et des déséquilibres que nous projetons à 2030, on observe que là où la part des emplois exercés dans des métiers dont les tensions vont s'accentuer, des tensions qui sont fortes aujourd'hui, des déséquilibres qui sont forts demain, ce sont les mêmes. Donc, c'est très fort en Bretagne et en Pays de la Loire, c'est fort en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu moins en PACA. Et évidemment, les régions qui ont le moins d'accentuation des difficultés de recrutement, ce sont l'Île-de-France, les Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. Alors, jusqu'à présent, on vous a présenté des résultats au niveau de l'ensemble, enfin, un panorama global au niveau de l'ensemble des régions.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, de décliner ces flux régionaux par métier et de pouvoir comparer les régions pour un métier donné. Donc là, on vous propose de faire 3 focus sur 3 métiers. Donc même si la grille d'analyse qu'on a retenue, je rappelle, c'est 83 professions, hein, on peut considérer que c'est un peu limité dans la capacité à pouvoir finalement décliner ces difficultés de recrutement à l'horizon 2030. La force de cet exercice, notamment, c'est sa cohérence macroéconomique, donc qui permet notamment de pouvoir comparer les régions entre elles. Donc, un premier focus qu'on vous propose ici, donc on vous retrouvez ce graphique qu'on vous a présenté plusieurs fois déjà, où on va confronter l'ensemble des flux. Hein, donc pour cet exemple ici, c'est les aides à domicile. Donc ici, c'est un bon exemple de métier pour lesquels les besoins de recrutement sont forts partout sur l'ensemble du territoire et où les déséquilibres anticipés vont être massifs partout. Donc c'est un métier qui est déjà en très forte tension aujourd'hui. On le voit à droite du graphique, hein, les tensions sont très fortes partout dans toutes les régions. C'est un métier qui globalement attire assez peu de jeunes. Hein. On voit que la partie rouge à gauche de l'histogramme, elle est quand même relativement faible, hein, quasiment dans toutes les régions. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais c'est plutôt un métier qui est exercé en seconde partie de carrière et que rejoignent notamment des femmes en reprise d'activité après avoir notamment élevé leurs enfants. Donc ce qu'on voit, c'est que de manière globale, à l'horizon 2030, le déficit de main-d'œuvre dans ce métier pourrait représenter entre un tiers et jusqu'à la moitié de l'emploi actuel, notamment en Île-de-France, où le déséquilibre est le plus élevé, et notamment en raison d'une très forte dynamique des créations d'emplois. On voit que la partie bleue pour l'Île-de-France est très importante et se détache notamment par rapport aux autres régions comme la région PACA ou Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, toutes les régions dans leur ensemble, de toute façon, vont subir un vieillissement démographique important, hein, et notamment l'Île-de-France aussi, même si on dit que c'est une région où beaucoup de jeunes s'installent, il y aura aussi un vieillissement démographique important et qui va se caractériser aussi par le fait que c'est une population aussi de France qui a un niveau de vie moyen plutôt élevé par rapport au reste du territoire, ce qui va aussi faciliter l'accès à ce type de service à domicile dans le cas des seniors qui vivent sur le territoire. On a pu observer dans le passé, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais que dans ces métiers d'aide à domicile, les postes à pourvoir pouvaient l'être notamment par les chômeurs, voire par des immigrés. Mais ce qui va distinguer vraiment ce métier par rapport à d'autres, c'est notamment ce très fort enjeu sur l'aspect conditions de travail et notamment de rémunération, qui est sans doute un des leviers les plus importants, notamment pour essayer de lever les freins à l'attractivité de ce métier, qui, encore une fois, est déjà en tension très forte partout sur le territoire et qui pourrait l'être si l'on ne fait rien pour essayer de réduire ces tensions. Un deuxième exemple, tout à fait différent. Ici, vous avez l'exemple des ingénieurs informatiques, donc qui, pour le coup, est un métier attractif pour les jeunes, un métier très dynamique aussi. Donc, un métier là, il y a la différence du métier de domicile qui requiert un certain niveau de diplôme. Hein. On a un lien formation-emploi assez fort. Et c'est au niveau global un métier pour lequel on anticipe assez peu de difficultés de recrutement à l'horizon 2030. Hein. Le déséquilibre anticipé est finalement assez faible ou assez modéré hein, quand on le rapporte à l'ensemble de l'emploi. Mais là, ce qu'on observe, notamment sur ce graphique, c'est qu'on a quand même des différences assez marquées en fonction des régions. On a schématiquement 2 catégories de régions. Hein. D'une part, les régions de la façade atlantique, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne notamment, et l'Occitanie qui affiche un déficit de main-d'œuvre assez élevé, ce qui veut dire que les tensions dans ce métier pourraient s'aggraver à l'horizon 2030 dans ces régions. Même si, on le voit, elles bénéficient notamment de l'arrivée sur leur territoire de travailleurs ingénieurs informatiques en provenance d'autres régions et notamment de l'Île-de-France. Hein. On l'a dit tout à l'heure, mais l'Île-de-France perd structurellement des travailleurs et notamment des travailleurs qualifiés, notamment les ingénieurs informatiques. Et si on prend l'exemple de la région Pays de la Loire notamment, on sait que c'est une région où les grandes entreprises de services numériques sont très largement implantées. Donc, on a une attractivité très forte aussi de ces grandes métropoles de l'Ouest et notamment de la métropole de Nantes dans le cadre de ce métier d'ingénieur informatique. Et à l'inverse, vous avez des régions où le déficit de main-d'œuvre anticipé est plutôt modéré, voire nul, notamment dans le cas de la région Île-de-France, qui, malgré tout, ça s'explique essentiellement par le fait que beaucoup de débutants aussi formés au métier de l'informatique débutent dans cette région. On va terminer ce focus par un dernier métier, donc le cas des infirmiers et sages-femmes. Donc là encore, c'est un métier où le niveau de tension aujourd'hui est très fort, hein, globalement sur l'ensemble du territoire, et pour lequel on anticipe assez peu
un déséquilibre assez faible à l'horizon 2030, donc une aggravation de difficulté de recrutement qui est plutôt modérée globalement. On a effectivement beaucoup de jeunes qui débutent dans ce métier au niveau national et de manière générale aussi dans l'ensemble des régions, notamment en Île-de-France. On retrouve l'importance aussi des flux de jeunes débutants dans ce métier dans le cas de la région francilienne. On a une exception sur les déficits de main-d'œuvre. C'est deux régions, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, qui figurent en haut, pour lesquelles le déficit de main-d'œuvre est comme légèrement positif, à l'inverse des autres régions, et notamment des régions qui figurent en bas du graphique, comme notamment la Normandie ou les Hauts-de-France, où le déficit de main-d'œuvre anticipé est légèrement négatif. Donc, pour faciliter l'appropriation aussi de cet exercice, on a proposé dans le rapport des fiches régions pour les 13 régions de France métropolitaine qui sont analysées dans le rapport. D'ailleurs, je fais une parenthèse tout de suite pour dire que vous avez noté qu'effectivement, on n'a pas pris en compte dans cet exercice les territoires ultramarins. Donc, on a deux principales difficultés à laquelle on a été confronté. C'est d'une part le recul historique qui permet de pouvoir estimer des tendances aussi à la fois d'évolution de l'emploi. Donc là, on était limité dans les données qu'on mobilisait. Et puis, la fragilité aussi de ce type de projection à un niveau aussi fin que 83 métiers. Donc, on a fait le choix de ne pas faire de prospective dédiée aux territoires ultramarins. On aurait pu essayer de faire une prospective globale pour l'ensemble des territoires ultramarins, mais il y a quand même une très forte hétérogénéité entre ces territoires qui rendait un petit peu artificiel finalement cet exercice. Donc, on a bien conscience que c'est une limite importante dans notre travail, mais l'objectif du prochain exercice qui aura lieu dans peut-être 5 ou 6 ans, ce sera justement d'essayer d'aller plus loin et d'essayer d'intégrer pour la première fois ces territoires. Et j'en profite aussi pour dire que ce n'est pas complètement déconnecté, mais on a aussi une deuxième limite qui va plutôt concerner les régions qui sont limitrophes, notamment de pays comme la Suisse ou le Luxembourg. Je pense notamment à la région Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, où on ne tient pas compte également dans notre prospective de ce qu'on appelle les navetteurs, donc des travailleurs transfrontaliers, en fait, qui peuvent venir potentiellement encore plus accentuer effectivement les difficultés, les déséquilibres qu'on observe dans ces régions. Parce qu'on sait que globalement, l'emploi des travailleurs transfrontaliers est plutôt très dynamique ces dernières années, voire légèrement plus dynamique que l'emploi national observé sur le territoire métropolitain. Donc je disais que dans le rapport, on a proposé des fiches régions pour justement faciliter l'appropriation de ce travail. Donc ce qu'on vous propose dans la dernière partie, c'est d'illustrer ce cas à travers l'exemple de la région Pays de la Loire. Donc, je vais passer en revue assez rapidement ces différents graphiques. Donc là, vous retrouvez dans un premier temps un comparatif du déséquilibre observé pour l'ensemble de la région, avec ce qu'on observe en moyenne sur le territoire métropolitain. Donc, la région Pays de la Loire, c'est 1,5 million d'emplois, ça représente environ 6% de l'emploi national. Et donc, ce qui va distinguer la région essentiellement par rapport au reste du territoire, c'est d'une part le fait qu'on anticipe des créations d'emplois beaucoup plus importantes, quasiment 2 fois plus importantes qu'au niveau national, et cet afflux très important aussi de travailleurs en provenance d'autres régions. Donc cette dynamique très forte de la région en termes d'emploi, là encore, on l'a déjà dit, mais c'est une tendance structurelle, puisque depuis 40 ans, elle fait partie de la région Pays de la Loire des régions qui concentrent les créations d'emplois dans notre pays. Si je conserve la même structure de présentation que tout à l'heure, là, vous retrouvez les 10 métiers les plus créateurs d'emplois à l'horizon 2030 dans la région Pays de la Loire. Donc, il y a assez peu de différence avec ce qu'on observe au niveau national. Globalement, vous retrouvez les mêmes métiers. On a d'un côté les métiers de cadre et d'ingénieur du privé, où on retrouve les ingénieurs informatiques, qui était déjà le métier le plus dynamique au niveau national et qui l'est également dans la région Pays de la Loire, et qui est en réalité le métier le plus dynamique depuis 35 ans, depuis qu'on sait mesurer cette statistique. Donc là encore, on est bien sur un exercice de prolongement de tendance. Et vous retrouvez également les métiers d'aide et de soins. On va retrouver les aides à domicile notamment, ou les infirmiers sages-femmes. Et là aussi, dans le cas de la région Pays de la Loire, ça traduit une tendance aussi qui est assez structurelle, puisque c'est un métier qui bénéficie d'une création d'emplois depuis 40 ans, mais essentiellement notamment dans les métiers de la santé et de l'action sociale, tous ces métiers qui visent à satisfaire notamment les besoins des populations locales qui vivent sur son territoire. Alors, sur les 10 métiers qui vous sont présentés, vous en avez 8 qui ont une dynamique d'emploi qui est supérieure à ce qu'on observe en moyenne sur le reste du territoire. Ça, c'est les pourcentages qui s'affichent à droite sur le graphique.
Donc, on voit que c'est une région qui est très dynamique globalement et qui est encore plus dynamique, notamment sur ces différents métiers qui figurent sur le graphique. Si on en vient maintenant aux métiers pour lesquels on anticipe des besoins de recrutement les plus élevés, donc là encore, il y a assez peu de surprises. On retrouve dans le classement des 10 métiers aux plus forts besoins de recrutement ceux qu'on avait identifiés également au niveau national. On a globalement les mêmes professions. On a une qui apparaît et qui n'était pas dans le classement national, c'est le métier d'agriculteur, éleveur, sylviculteur, bûcheron, et qui là renvoie aussi à la spécialisation économique de la région, qui fait partie des régions les plus agricoles de France. Et donc, dans ce métier, on voit que les postes à pourvoir seront importants. En proportion de l'emploi, ça représente 39% de l'emploi actuel du métier. Et il y aura une vraie problématique de renouvellement, notamment, et de reprise d'exploitation dans ce métier. On observe en réalité dans l'ensemble des régions agricoles de France, mais qui va être prépondérant aussi dans la région Pays de la Loire. Avant-dernier graphique, vous avez donc ici les métiers pour lesquels on anticipe les déséquilibres les plus élevés dans la région. Donc les métiers pour lesquels les tensions, les difficultés de recrutement sont les plus susceptibles d'augmenter. Donc là, on retrouve essentiellement les métiers pour lesquels les besoins de recrutement sont les plus élevés dans la région, donc avec un déficit de main-d'œuvre qui pourrait représenter entre 20% et jusqu'à la moitié de l'emploi actuel, notamment dans le cadre des aides à domicile. On voit que le déficit de main-d'œuvre anticipé dans la région, il va représenter presque 50%, donc 45% de l'emploi actuel du métier dans la région. Donc là encore, c'est un métier pour lequel les difficultés de recrutement pourraient s'accentuer très fortement, à la fois sur l'ensemble du territoire, mais aussi dans la région Pays de la Loire. Et donc, je vais terminer sur ce dernier graphique. On retrouve là encore ce concept de déséquilibre, mais là, on se focalise sur les métiers spécifiques à la région. Donc, qu'est-ce qu'on entend par métiers spécifiques? C'est les métiers qui sont finalement surreprésentés sur le territoire ligérien par rapport au reste du territoire national. On retrouve essentiellement deux types de métiers. Donc, les professions de l'agroalimentaire, on va avoir les ouvriers des industries de process, les bouchers, charcutiers, boulangers. C'est une région, la région Pays de la Loire, qui se caractérise par un poids plus élevé, notamment de ce qu'on appelle les activités de production concrètes. Donc, on va retrouver notamment la fabrication, le bâtiment et l'agriculture. Et donc, on retrouve assez logiquement ce type de métier dans les métiers les plus spécifiques. On retrouve les professions agricoles que j'évoquais tout à l'heure. On a à la fois les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et les bûcherons. Et puis, on a aussi, c'est une région aussi très industrielle, notamment très implantée dans la filière aéronautique. Et donc, on va retrouver des métiers notamment d'ouvriers de la métallurgie ou d'ouvriers de la mécanique. Et donc, pour la majorité de ces métiers spécifiques, qui sont là encore aussi en très forte tension globalement, on le voit à droite sur ce graphique, compte tenu du niveau de déséquilibre qui est anticipé, notamment chez les ouvriers qualifiés de la métallurgie, les agriculteurs ou même les techniciens des industries mécaniques, on a des difficultés de recrutement qui pourraient se renforcer à l'horizon 2030. Et à l'inverse, dans d'autres métiers comme les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, on a des tensions qui pourraient se maintenir, qui sont élevées aujourd'hui et qui pourraient se maintenir. On a a priori suffisamment de jeunes qui pourraient s'insérer dans ce métier. Et c'est notamment un métier qui bénéficie là aussi de l'arrivée de travailleurs en provenance d'autres régions, puisqu'on voit qu'on a un petit histogramme jaune qui s'ajoute au vivier de recrutement à gauche sur le graphique, ce qui vient accroître encore le vivier de recrutement dans ce métier. Donc, on va s'arrêter là pour notre présentation générale. Et encore une fois, on est à votre disposition si vous avez des questions spécifiques sur à la fois ce qu'on a présenté et de manière plus globale sur l'ensemble des régions. Merci beaucoup, Jean-Cécile, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Une question qui est revenue notamment sur la disponibilité de ces Zooms régionaux. Ils sont déjà en ligne sur le site de France Stratégie. Exactement, oui. Ils sont déjà en ligne sur le site de France Stratégie, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les récupérer. Donc, vous pouvez les récupérer, enfin, ils sont isolés, on va dire, donc vous aurez le traitement de ces données-là régionalisé assez facilement. Donc, peut-être juste une question sur les jeunes débutants, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont raté un peu le début. Donc, dans ces jeunes débutants, on ne retient finalement que les jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans, 3 ans, et en moins de 35 ans, à la fin de leurs études. C'est bien ça. Donc, on ne prend pas en considération une partie de l'apprentissage
ni des demandeurs d'emploi. Attention. Ni des demandeurs d'emploi qui suivent des formations. Alors, effectivement, les apprentis sont considérés comme étant en formation initiale. Donc, un apprenti qui va quitter le système éducatif pour s'insérer dans l'emploi, occuper un premier poste, on va le considérer comme sortant et comme jeune débutant en emploi, ça c'est sûr. En revanche, un jeune qui sort du système éducatif et qui, à horizon 3 ans, est de nouveau en apprentissage, on va le considérer en reprise d'études, en fait. Donc, on ne considère pas en emploi, donc on ne considère pas comme jeune débutant. Donc, on prend effectivement les apprentis qui s'insèrent dans l'emploi et qui entament leur carrière, ça c'est sûr. En revanche, les jeunes qui quittent le système éducatif et qui reprennent une formation, notamment via l'apprentissage, sont en emploi mais considérés encore en formation initiale dans les statistiques, ne sont pas pris en compte dans le flux, effectivement. Peut-être pour préciser, sur le site, vous avez 2 informations sur les fiches régionales. Soit vous cliquez sur la carte et vous avez des mini-fiches régionales qui vous sont proposées, soit vous allez sur le rapport et là, les fiches intégrales qui sont plus développées vous sont proposées à la fin du rapport et c'est une partie intégrante du rapport. Et pour ceux qui voudraient manipuler les données, vous avez aussi en accès libre l'ensemble des données sous-jacentes à tous les graphiques, à la fois qui ont été présentées là durant le webinaire et qui sont dans le rapport. Vous avez l'ensemble des données complètes pour chacune des régions et pour chacune des métiers. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi la possibilité de pouvoir récupérer ces données en accès libre. Une question un peu plus générale et puis une seconde plus sur l'actualisation de ce type d'exercice. Générale, une des questions est de savoir comment est-ce que vous avez intégré des effets qui seraient induits par des dispositifs de soutien à des activités type le plan France Relance 2030. Et la deuxième question qui est plus sur, aujourd'hui on a 3 années de statistiques donc emploi par rapport à l'exercice. Est-ce qu'il y a un enjeu d'actualisation par la suite? Alors, on va peut-être répondre un peu tous les deux et peut-être sur les 2 questions parce qu'on n'aura pas nécessairement le même point de vue. Alors, non mais c'est bien, c'est assez complémentaire et du coup, sur l'intégration des activités, notre modélisation, elle s'est faite post-Covid puisque certains d'entre vous le savent, mais notre rapport était prêt en février 2020. Et donc, je vous rappelle, il s'est passé un truc en mars. Et donc, on a réactualisé, avant de sortir en 2022, notre rapport national. Et j'ai oublié de préciser en introduction que le rapport national, c'est mars 2022 et le rapport régional, c'est février 2023. Et donc, on a pris en considération le plan de relance avec, donc effectivement, la question de la construction, puisqu'il y avait de la rénovation énergétique des bâtiments dans le plan de relance, je vous rappelle. Il y avait aussi des choses en faveur de l'industrie. Donc ça a été intégré. Et d'une manière générale, c'était un stimuli extrêmement important pour l'économie et qu'on a peut-être même un peu sous-estimé. Donc, puisqu'il a été très fort et très rapide avec une croissance de l'emploi extrêmement rapide. Simplement, dans cette modélisation, on a aussi modélisé les changements de comportement post-Covid et en particulier l'impact que pouvait avoir un télétravail régulier sur l'activité, puisqu'on a considéré que ça allait développer le e-commerce, mais qu'inversement, ça allait réduire les services de transport, par exemple, ou l'hôtellerie-restauration, puisqu'on avait moins de séjours professionnels, moins d'occasions d'aller manger avec ses petits camarades sur le lieu de travail et la restauration collective et toutes ces sortes de choses. Donc, même si c'est important, puisque c'est quelque chose qui va avoir des répercussions en termes d'emploi. Et les vendeurs, par exemple, sont assez défavorisés dans notre projection parce qu'on a considéré qu'on avait un développement important du e-commerce. Après, ce qu'on n'a surtout pas pris en compte, c'est la guerre en Ukraine, puisqu'on a publié avant. Sinon, on aurait dû encore réattendre 2 ans pour refaire.
Donc ça, on n'a pas prévu de le réactualiser pour la bonne et simple raison qu'effectivement, comme pour le Covid, on avait attendu d'avoir une idée un peu, si vous voulez, de la nature, de l'impact structurel, puisque nous, on est encore une fois, comme l'a dit Jean, on est sur des tendances lourdes. Donc, le conjoncturel, on tire un trait, grosso modo, hein. Donc, on fait fi un peu des variations intertemporelles. En revanche, on essaie de voir ce qui va être structurel. Donc, on a toujours besoin d'avoir un peu de temps pour se rendre compte de cet impact structurel. Non, mais tu as tout dit, je pense. Je vais juste compléter sur la mise à jour. Effectivement, l'idée, c'est pas de l'exercice de la prospective et donc de ne pas tomber dans la prévision. Donc, l'idée, c'est pas de mettre à jour les chiffres tous les ans ou tous les 2 ans. Là, je vais m'inscrire tout de suite dans l'actualité, mais il y a effectivement une réforme des retraites potentiellement qui va entrer en vigueur. Et là, on va peut-être s'interroger, on verra, notamment en lien avec les acteurs avec lesquels on a réalisé ces projections, notamment l'INSEE, sur l'opportunité ou pas de mettre à jour éventuellement la partie orange qui figure sur ce graphique qui correspond au départ en fin de carrière, parce que c'est quand même une composante très importante des besoins de recrutement. Donc, en fonction de ce qui va devenir ou pas de cette réforme, est-ce qu'elle rentrera en vigueur ou pas et de ses potentiels effets, il est possible qu'on mette à jour dans les années ou mois à venir ce flux, en revanche. Voilà. Et une autre question qui est là plus au-delà de l'actualisation des données, c'est de savoir est-ce que finalement, il y a une évaluation qui a été faite des précédents exercices et si oui, quelles en étaient les conclusions? Et une autre question sur le lien qui est fait entre les résultats de cet exercice et finalement aussi les établissements de formation. Est-ce qu'il y a une reprise de ces éléments de ces éléments produits par France Stratégie au niveau régional et au sein de ces cartes de formation? Donc sur ce dernier point, sur l'aspect bilan, en fait, c'est effectivement prévu d'en faire un. Et il y en avait un qui avait été fait dans le cadre du précédent exercice, les métiers en 2022, qui a été publié d'ailleurs, donc là aussi qui est accessible en ligne sur notre site. Et donc globalement, alors à l'époque, on ne projetait uniquement que les besoins de recrutement, donc ce qui figure en bleu et en orange sur le graphique. On ne projetait pas la partie rouge qui correspond aux jeunes débutants. Donc ça, c'était aussi une nouveauté de l'exercice actuel. Et ce qu'on avait observé, c'est que globalement, c'était assez peu trompé, en tout cas globalement, puisque les départs en fin de carrière étaient plutôt bien anticipés. Là encore, c'est essentiellement la dynamique démographique aussi qui était sous-jacente aussi aux anciennes projections avec l'arrivée à des âges très élevés, des générations nombreuses du baby-boom. Donc, sur les flux de départ en fin de carrière, on s'était assez peu trompé. En revanche, sur les créations d'emplois, c'est toujours un petit peu plus délicat. Il y avait eu différentes scénarisations aussi à l'époque. Enfin, je laisserai Cécile compléter éventuellement sur ce point. Mais je crois que sur les 3 scénarios qui avaient été élaborés, un scénario un peu central, un scénario de crise, un scénario optimiste, on s'était plutôt, ce qu'on avait observé, c'est qu'on était plutôt entre un scénario de crise et un scénario optimiste à l'époque. On se situait plutôt dans cette fourchette-là, parmi les 3 scénarios qui avaient été identifiés. Et les activités très cycliques, notamment comme le bâtiment, qui sont très difficiles à anticiper, on avait plutôt aussi des tendances un peu inverses de ce qu'on avait réellement observé. Mais je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point. Mais... On avait sous-estimé aussi la désindustrialisation post-2008, qui a été très, très prononcée. Donc, peut-être qu'on s'était simplement trompé de moment, puisque effectivement, c'est plutôt en fin de période que ce qu'on avait anticipé, qui était une espèce de seuil d'externalisation par les entreprises, et le fait que, du coup, oui, on était un peu arrivé à l'os. Ça s'est réalisé, mais un peu tardivement. Et donc, voilà. Et dans le bilan précédent, peut-être ce qui est important de noter, c'est qu'on avait demandé à nos lecteurs, d'une manière générale, et nos utilisateurs, d'abord s'ils avaient utilisé nos projections. Et effectivement, l'utilisation la plus importante, c'était recensée, c'était celle des centres de formation. Et d'adapter d'une manière générale l'offre de formation, les places, le contenu, enfin, toutes ces sortes de choses. Mais aussi, il y avait des demandes et que nous avons pris en compte dans cette
cette mouture, qui donc est la 4e, hein, puisque c'est le 4e exercice qu'on fait. Il y avait une demande de régionalisation qui était très forte. Et donc, on a répondu à la demande. Il y avait une demande effectivement sur les déficits de main-d'œuvre. On a répondu partiellement à la demande. On a encore du travail à faire sur les questions en particulier de changement de métier qu'on n'a pas pris en compte quantitativement complètement parce que c'est compliqué de tenir compte à la fois de la conjoncture et du fait qu'on va avoir des mobilités qui vont être très dépendantes de l'attractivité des métiers aussi, mais des postes vacants. Enfin, on n'a pas bien réussi à le faire, en fait, pour tout dire. C'est un peu tellement endogène qu'on a du mal à dire qu'est-ce qui va faire qu'on va, donc, à part tracer des lignes en disant la mobilité, c'est ça ou ça, et c'est comme ça va reproduire exactement ce qu'il y a eu par le passé, on a un peu de difficulté. Et puis, on nous avait demandé aussi de travailler sur les compétences. Donc, avec Pôle emploi, nous avons fait une cartographie des compétences par métier et on va essayer, à partir de ce travail-là, on ne l'a pas encore fait, mais on va bientôt le faire, de dire ça veut dire quoi en termes de projection si on va à la maille inframétier, donc celle des compétences. Quelles sont les compétences les plus en croissance, enfin un peu ce qu'on vous dit ici, mais sans les pénuries. Merci beaucoup à tous les deux. On va avancer pour éviter d'être en retard sur le timing. Merci encore pour ces informations éclairantes. On va se tourner dorénavant vers France Duquesnoy pour le CARIFOREF Pays de la Loire. Donc, si vous voulez vous présenter très rapidement et puis nous dire, vous avez été sollicité dans le cadre de cet exercice-là, comment est-ce que vous avez été mobilisé dans le cadre de cet exercice de PMQ? Oui, alors bonjour, je me présente, je suis France Duquesnoy. Effectivement, je suis responsable du pôle aide à la décision au sein du CARIFOREF des Pays de la Loire. Donc, effectivement, comme vous le dites, on a été associés, alors plus largement, comme l'évoquait tout à l'heure au début de cette webconférence Cécile, avec l'ensemble des CARIFOREF et le RCO dans le cadre d'une concertation à l'été dernier pour apporter en fait un regard qualitatif sur l'exercice de prospective qu'avait construit France Stratégie et le fait de régionaliser cet exercice. Donc, chaque CARIFOREF a donc donné son avis sur les évolutions de l'emploi, la régionalisation des projections qui étaient faites sur les créations nettes et l'ensemble des facteurs qui sont embarqués dans cette modélisation, compte tenu en fait de la connaissance des métiers qu'a chaque CARIFOREF et puis de ses spécificités territoriales. Donc, c'était l'idée de cette concertation, c'était donc de vérifier si les tendances qui étaient observées dans l'exercice de régionalisation, elles coïncidaient avec la connaissance qu'on avait chacun de notre région. Et puis d'avoir également une première grille d'analyse sur les spécialisations ou les politiques régionales qui pourraient être embarquées dans la modélisation qui avait été faite. Alors, oui. Non, je vous laisse continuer. D'accord, pardon. En termes d'appropriation du travail, en fait, de prospective, donc en région Pays de la Loire, c'est les chargés d'études, les chefs de projet qu'il y a au sein du pôle aide à la décision qui s'approprient les matériaux, puisqu'on a une commande dans le cadre de notre programme de travail de pouvoir justement essaimer ces travaux qui ont été faits nationalement et de pouvoir les essaimer au sein de la région, de pouvoir les prendre en considération dans les différentes politiques régionales. Donc, les chargés d'études s'approprient ces différents éléments. C'est de par la complexité de cet exercice, ça demande forcément un bagage de connaissances techniques pour pouvoir se les approprier.
et puis ensuite pouvoir, d'une certaine façon, les vulgariser auprès d'un public qui est moins averti sur ce type d'analyse statistique. Donc, on fonctionne un peu comme une cheville ouvrière, quoi, pour pouvoir diffuser ces travaux nationaux et qui ont la particularité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'avoir été régionalisés pour la première fois. Et aujourd'hui, comment se passe cette appropriation concrètement et sa destination de quels acteurs? Alors concrètement, on travaille en collaboration avec vous, avec la DARES, et de manière à pouvoir, lors de réunions de travail assez régulières, s'approprier petit à petit les analyses. Donc, on questionne sur la compréhension de tel ou tel indicateur, comment l'interpréter, comment le lire, de manière à pouvoir s'assurer qu'on maîtrise vraiment bien le sujet. Et puis ensuite, être en capacité de pouvoir transmettre les bons messages et de ne pas risquer de déformer l'analyse en interprétant mal un indicateur. Et on s'interroge également sur les éléments qui seraient les plus pertinents à être présentés et qui sont parce que voilà, il y a des éléments qui sont plus ou moins faciles à comprendre et à s'approprier. Donc, selon le public à qui on présente ces éléments, effectivement, on adapte également les indicateurs, les éléments qu'on va présenter. Et on s'appuie sur les supports que vous évoquiez à l'instant, en l'occurrence pour la région Pays de la Loire, la fiche d'analyse régionale, les données régionalisées en termes chiffrés sur les différents indicateurs qui sont embarqués dans la modélisation. Et puis, on s'appuie également sur les éléments de méthode de manière à pouvoir maîtriser les méthodes qui sont utilisées, les sources, éventuellement les précautions d'usage qu'il y a à avoir sur la déclinaison régionale, comme vous le disiez, entre les mobilités pro, les mobilités géographiques, enfin voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser et on envisagerait qu'on pourrait nous poser de manière à pouvoir y répondre correctement. Et puis, avec l'idée aussi, en fait, de ce travail en collaboration avec vous, de pouvoir, in fine, que cela se serve également à d'autres régions qui s'empareraient de ces travaux et les essaimeraient dans leur territoire. Voilà. Alors, vous me demandiez qui étaient les acteurs, oui. C'est ça? Ça va être tous les acteurs professionnels du champ de l'EFOP avec lesquels les CARIFOREF travaillent habituellement. Donc, ça va des institutionnels dans toutes ses composantes, de l'État et de la région, les directions, les techniciens, les élus également, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, les organismes de formation que vous évoquiez tout à l'heure, tous les professionnels de l'AIO, mais donc un public très hétérogène également, qui ne va pas avoir besoin de ces travaux pour les mêmes raisons. Autant les institutionnels vont s'en servir pour pouvoir appuyer leurs préconisations qu'ils formuleront dans leur stratégie régionale, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, sur l'EFOP, ou bien plus largement dans l'élaboration de leur politique publique, alors que les professionnels de l'AIO, ça va être plutôt pour étayer leurs connaissances sur les métiers, les tendances à venir, qui leur permettent en fait de mieux accompagner les publics qu'ils accompagnent. Et quelles sont les actions que vous mettez en place aussi du coup, pour faire ce transfert de connaissances? Alors, en région Pays de la Loire, on a commencé l'année dernière, un petit peu avant que la régionalisation soit totalement finalisée, parce que c'était une grosse attente dans la région. Donc, on a au départ travaillé à partir des travaux nationaux. Donc, on est intervenu auprès de différents réseaux d'établissements de formation, aussi bien en direction des enseignants, des professionnels de ces réseaux que en direction du grand public, des jeunes qu'ils peuvent accueillir dans leur centre de formation. Donc, pour le coup, voilà, là, il fallait adapter le discours parce que ce n'est pas le même public du tout. Et puis, à partir du moment où la régionalisation a été disponible, on a pu envisager d'essaimer ces travaux-là. Donc, dans une dizaine de jours, les travaux seront présentés au sein du bureau du CREFOP en région Pays de la Loire.
C'est des travaux qui ont été présentés également dans des commissions du CREFOP. Et puis, début avril, on organise sur la région Pays de la Loire votre venue avec une intervention conjointe de l'INSEE de manière à ce que, pour le coup, ce soit non pas nous, le pôle aide à la décision, mais vous, faiseurs de ces travaux, qui puissiez les transmettre. Voilà. Et puis, courant de l'année, on a prévu des actions territoriales, locales, au niveau de plus ou moins, on va dire, ça ressemble à des bassins d'emploi, nos zones EFOP. Donc, ça consistera dans l'animation d'ateliers avec des professionnels des territoires, de manière à ce qu'ils puissent s'approprier ces travaux et ensuite les utiliser dans leur propre métier. Donc, ça passera par présenter les résultats régionaux et in fine, favoriser l'interconnaissance qu'il y a entre ces professionnels, mais à partir de ces travaux-là. Merci. Peut-être une question, là, c'est plus d'ordre méthodologique. Vous nous dites si la question n'est pas simple. Aujourd'hui, l'exercice de PM, prospective des métiers et des qualifications, est plutôt à la maille FAP 83. Comment est-ce que vous déclinez ces familles de métiers qui restent quand même assez larges lorsqu'on parle d'action sur les métiers? Comment est-ce que vous déclinez plus finement cette FAP? Est-ce que vous le faites et quels sont les moyens mis en œuvre? Alors, on ne va pas décliner en tant que tel plus que cela, bien sûr, mais par contre, on va en permanence jongler entre justement cette maille qui est plus macro, qui n'est pas forcément celle qui correspond aux besoins sur lesquels certains professionnels travaillent. Donc, on essaye de faire la traduction pour leur donner à voir ce que c'est que cette FAP-là en FAP 225, voire avec certains le ROM, voilà, qui est la maille bien plus fine que bon nombre de nos partenaires utilisent. Mais en même temps, c'est un exercice qu'on est amené à faire sur d'autres types de travaux. Donc PMQ en fait partie aussi, voilà, et ça nous demande en permanence de jongler. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Merci beaucoup. Avant de passer aussi au temps d'échange, on va peut-être donner la parole aussi à Nicolas Bellani pour nous présenter peut-être aussi très rapidement l'outil Octopilote, qui est un outil de mesure de l'offre et de la demande de compétences afin de rapprocher les besoins en recrutement de chaque métier avec l'offre de main-d'œuvre disponible au niveau régional. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'outil et nous dire comment est-ce que les projections donc des métiers en 2030 y sont intégrés? Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nicolas Bellani, data analyst à Cap Métiers, donc en charge du projet Octopilote. D'abord, Octopilote, c'est quoi? C'est un outil qui se propose d'automatiser la production de données, donc comme vous venez de le dire, sur l'emploi, formation. Et puis, avec quel objectif? C'est de pouvoir apprécier les désajustements entre les cartes de formation et puis les besoins des métiers en termes d'emploi et bientôt de compétences, lorsqu'on pourra intégrer des blocs de compétences dans l'outil au gré du développement des nouvelles nomenclatures, notamment le ROM V4. À destination de qui? Vraiment des professionnels qui vont, des financeurs, des professionnels qui vont vraiment piloter la carte de formation. On n'est absolument pas sur un outil grand public. L'outil est ouvert à tous via une URL très simple sur octopilote.pro. Mais n'est pas lisible pour tous les publics et ne cherche pas à l'être. L'idée, c'est de pouvoir à la fois proposer toute une batterie d'indicateurs qui va partir du besoin du métier et des flux qui alimentent ces besoins, donc à la fois en termes de mobilité professionnelle, en termes de demande d'emploi et en termes de formation, quel que soit le type de voie. C'est un outil régional. Il y aura peut-être un jour un outil national, mais l'idée, c'est de pouvoir décliner dans toutes les régions et de la même manière tous ces indicateurs-là. Donc, il y a eu un énorme travail de collecte qui a été mené en collaboration avec nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté et le RCO, puisque, en fait, l'idée, c'est de capitaliser sur le travail qui peut être mené dans les CARIFOREF et au niveau du RCO. Et donc, rapidement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va un peu rentrer dans les données parce que ce n'est pas l'idée de la présentation, mais c'est de montrer comment aussi les données de PMQ ont pu être intégrées dans cet exercice-là. Et
dans la partie besoins notamment, et on passera rapidement sur les autres thématiques. Donc, c'est encore une approche par FAP, hein, de la même manière que pour l'exercice de PMQ, parce que c'est le niveau de nomenclature qui nous permet de mettre en parallèle un maximum de données possibles. Si on descend à une échelle trop fine, le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer beaucoup d'éléments statistiques, et donc on peut… et parfois, ce n'est même pas significatif. Donc, l'idée, c'est d'avoir une maille qui est la plus parlante possible. Et donc là, on est à la FAP 87. Et l'idée de Octopilot, c'est de pouvoir décliner dès que possible la statistique à une échelle plus fine, si cela nous est permis. Donc, on peut descendre à l'échelle 225 et vous le verrez dans l'outil. Donc là, par défaut, on va laisser sur cette FAP-là qui est présélectionnée lorsqu'on rentre dans l'outil. On est en Nouvelle-Aquitaine, je le rappelle, juste parce que par défaut, voilà, c'est ce qui est… c'est pas la pub spécialement de notre région, mais c'est que c'était le dernier enregistrement de l'outil. Ne vous inquiétez pas, ça tourne régulièrement d'ailleurs. Donc, cette logique d'entonnoir-là, c'est de proposer une approche systémique. C'est réellement, on est sur les recrutements, donc a priori les besoins en emploi sur un métier, une FAP, et puis on va regarder les flux qui les alimentent. Et donc, ce premier graphique-là cherche à avoir une vision synoptique, de pouvoir montrer comment se comporte ce métier-là, de manière très simple sur un graphique araignée que l'on connaît tous, qu'on a déjà vu au moins une fois, et avec des indicateurs sur les besoins à court et à long terme. Et donc, à long terme, c'est réellement PMQ que l'on mobilise. À court terme, par exemple, c'est BMO. Il y a l'outil est jalonné de toute une série de petits icônes qui vont nous permettre de s'approprier mieux la donnée. Donc là, explique que le besoin à long terme, c'est le pourcentage de postes à pourvoir à l'horizon 2030 avec le sourcing et quelle est la méthodologie et comment on interprète le graphique. Voilà, l'idée de cet outil-là, c'est d'aider à l'appropriation et pas que fournir de la statistique pure. Ah mince, alors par contre, voilà, je me déplace ça. Et puis, alors je passe rapidement, c'est une présentation en accéléré. On va revenir sur cette approche systémique et sur un écran qui va nous permettre de naviguer dans les différentes parties dont je viens de vous parler. Et puis, par exemple, sur les besoins de l'économie, où on va retrouver les données qu'on a pu voir lors de la présentation qui nous a été faite à l'instant. Eh bien, on va avoir sur un écran vraiment une synthèse d'indicateurs que nous avons sélectionnés parce qu'ils nous paraissaient pertinents pour caractériser les besoins de tissu économique sur une FAP, à la fois sur les besoins à court terme, donc c'est clairement la mobilisation des données BMO de Pôle emploi, avec les difficultés, les niveaux de qualification privilégiés sur un métier. Là, on va regarder parmi les actifs occupés, suivant qu'ils ont moins de 30 ans ou l'ensemble des actifs, quel est le niveau qu'ils détiennent aujourd'hui sur le marché du travail. Ça va nous permettre d'apprécier ce qui est a priori attendu par les entreprises. On regarde les dynamiques d'embauche des principaux secteurs employeurs. Donc, pour ces métiers-là en particulier, voici les 5 principaux secteurs employeurs aujourd'hui et quelle est leur dynamique de recrutement sur les 5 dernières années et par type de contrat. Parce que, évidemment, même si on a une forte augmentation des embauches ou des intentions d'embauche, parce que ce sont les DPAE qui sont derrière, il faut quand même regarder si ce n'est pas dû à une précarisation des contrats. Et c'est très important pour vraiment caractériser les métiers. Et puis, voilà, comment on mobilise actuellement de manière très, très, très vulgarisée. Évidemment, c'est beaucoup plus riche, la source PMQ, et on vient de le voir. Et l'idée, c'est que nos utilisateurs puissent avoir quand même un volume de postes à pourvoir global avec le pourcentage de renouvellement qui est attendu et en présentant la construction et l'exstruction d'emploi et création et les fins de carrière. Et puis on met en parallèle les indicateurs de tension par département avec un système très simple et vulgarisé de feu rouge, feu vert, etc. On va balayer rapidement les autres écrans. Donc, on met à disposition des données de demande d'emploi avec les données de Pôle emploi qui sont mises à jour trimestriellement dans l'outil parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un outil non plus qui est actualisé quotidiennement. C'est une vision très, très structurelle, de la même manière que l'exercice PMQ. Et des détails par homme avec une interconnexion avec l'outil de data emploi parce que il est très bien fait et que l'outil est donc complémentaire, et l'idée, c'est absolument pas de chercher à faire tous la même chose et de voir comment on peut créer des ponts entre nos différentes compétences et nos différents outils que l'on peut créer. Et donc, en cliquant sur ce ROM, on sera renvoyé directement vers la fiche ROM de Data Emploi sur cette région-là en particulier et sur ce ROM. L'outil propose également des données sur les mobilités professionnelles. Donc là, c'est une source que l'on peut récupérer via
via la DSN et via la participation du RCO au CASD, pardon, Comité du secret statistique, et qui permet d'exploiter des sources qui ne sont pas forcément ouvertes à tous. Et donc, on peut voir quelles sont les passerelles entre les métiers à une échelle plutôt fine, et donc savoir quel est déjà le pourcentage de salariés qui restent chaque année dans le métier, et inversement, bien sûr, ceux qui partent, et vers quel type de métier on s'oriente ou quel est le métier d'origine. Et c'est très intéressant pour nos financeurs de savoir où est-ce qu'on peut axer peut-être un peu plus de formation continue, d'offres de formation, ou lorsqu'on informe nos publics, de pouvoir leur présenter de manière objective des passerelles qui existent déjà à l'échelle de l'ensemble des salariés. Et ça, bien évidemment, c'est décliné par région. Et enfin, le gros bloc d'Octopilote, c'est évidemment sur la formation professionnelle. C'est là où le travail de collecte est le plus important. Et alors, sans tomber dans l'équationnisme, bien évidemment, mais c'est de rappeler quels sont les besoins en recrutement et de les mettre en parallèle des volumes de formés, sachant qu'évidemment, on ne cherche pas à faire du 1 pour 1. On ne cherchera jamais, mais c'est un exercice qui nous a été demandé, donc on le met en évidence, et bien on se sert évidemment de la source PMQ ici pour pouvoir mettre en parallèle ces données-là. Et on présente l'ensemble du processus, depuis l'offre de formation, en passant par le volume de places ouvertes, les données d'orientation au travers des vœux d'Affelnet et de Parcoursup, et des candidatures en formation professionnelle continue, suivant les dispositifs qui existent dans les régions, et puis les volumes de sortants et d'entrants dans les formations, que ce soit par la formation initiale ou par l'apprentissage et la FPC, et les taux d'insertion. Également, il y a des taux de réussite. Et donc, je vais vous présenter rapidement un écran, parce que l'idée, ce n'est pas de vous montrer l'intégralité de l'outil, c'est une présentation courte, mais on descend évidemment à l'échelle de la certification. Donc là, par exemple, on est sur un type de métier où il y a peu d'offres. Il y a Affelnet, mais si on regarde Parcoursup, vous en verrez d'autres. On met en évidence les problèmes ou de surattractivité ou de sous-attractivité pour une certification. Donc là, on est sur Parcoursup. On voit les BPG, peut-être celui-ci est, par exemple, très attractif. Et si on s'intéresse aux données sur les inscrits, on va voir par la suite. Donc là, on va basculer par la FPC. Voilà, on a les candidatures de demandeurs d'emploi qui suivent une formation professionnelle continue. Et les formés. Après, je m'arrêterai là parce que l'idée, ce n'est pas de vous noyer dans la stat, mais de vous montrer la potentialité de l'outil. Et voilà, donc on a les données à la certification par type de voie et par la possibilité de filtrer par département. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux acteurs déjà de disposer de ces données-là dans un seul et même environnement, ce qui n'est pas forcément évident, et de pouvoir le mettre au regard de toute une série de sources statistiques sur les besoins en compétences et en emploi dans les métiers, dont la source PMQ, qui est évidemment une source incontournable pour caractériser les besoins à long terme. Voilà, donc c'est une version très, très rapide, mais n'hésitez pas à naviguer dans l'outil et puis à nous poser des questions si vous le souhaitez. Et donc, on remercie évidemment tous les fournisseurs de données qui nous permettent de créer ce genre d'outil. Merci beaucoup pour ce premier niveau d'agrégation de tout ce qui existe. C'est vrai que c'est intéressant, et quand on regarde, on est un peu… Pardon, on ne s'entend pas. Merci. Pardon, je voulais couper le partage, mais voilà. Peut-être une question sur la disponibilité de ces données au niveau de toutes les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà le cas, ou est-ce que finalement, il reste des régions qui ne sont pas encore intégrées dans l'outil? Alors, en fait, on a deux outils qui coexistent en parallèle, donc avec un qui a toutes les régions et un autre qui est en ligne. Et en fait, dès qu'une région donne son aval parce que les données lui semble correspondre à ce qu'elle peut enregistrer chez elle, on ouvre les droits de toutes les régions qui le souhaitent. Donc là, on est sur 6-7 régions, parce qu'il y avait déjà les régions partenaires dès le départ qui étaient parties du projet, donc elles sont évidemment intégrées. Et petit à petit, évidemment, on ouvre, et l'idée, c'est d'avoir évidemment toutes les régions.
Et donc, je reprécise parce qu'on a pas mal de questions là-dessus sur le chat. Le site internet pour y accéder, on pourra le remettre dans le cadre de la mise en ligne du replay, mais c'est bien octopilote.pro Oui, s'ils mais veulent aller regarder. Je peux le mettre dans la discussion. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Une question sur le rapprochement de cet outil avec l'outil Cléor. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un rapprochement qui a été fait ou pas du tout? Là, je vais peut-être répondre. Oui, surpris, ouais. Je me permets, Nicolas. Voilà, juste peut-être pour compléter par rapport à l'accessibilité d'Octopilote, juste vous dire que le cabinet du SOPT a aussi demandé à ce qu'il y ait un Octopilote national qui soit mis en place sans l'entrée territoriale, mais pour avoir un suivi des politiques publiques à l'échelle de la maille du pays. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir en 2023. Et le lien avec l'outil Cléor, en tout cas le lien qui est proposé au Cariforef qui utilise Cléor, c'est de leur mettre à disposition les datas qui sont dans le SI Octopilote, qui sont d'ailleurs les mêmes datas que celles qui sont dans le SI entrepôt de données porté par le réseau des Cariforef, conformément au décret de juin 2021, et qu'il s'agit en fait vraiment d'un échange et de la mise à disposition des données conformément aux engagements que le réseau des Cariforef a pris vis-à-vis de chacun des fournisseurs et conformément au projet qu'il a fait passer auprès du comité du secret statistique. Merci beaucoup, Ludovic. Heureusement que tu faisais partie des panélistes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Là, je regarde juste le chat, mais il me semble qu'on n'a pas beaucoup de questions. Peut-être juste une question, notamment sur l'exemple Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le champ de la formation professionnelle, est-ce qu'il y a des informations plus précises sur les reprises de parcours et reconversions, notamment vers des métiers en tension? Vous voulez dire des travaux que l'on mènerait ou dans l'outil Octopilote? Non, plutôt des informations, des remontées d'informations sur les reconversions vers des métiers en tension. Non. Et enfin, une autre question qui est plus sur le lien qui est fait avec l'outil Agora qui sera développé par la CDC. Oui, alors l'idée, c'est que Agora puisse être versé dans Octopilote dès qu'en fait la source le permettra, en fait, tout simplement. Donc, c'est encore en développement. Actuellement, ce qui se passe dans Octopilote, c'est que les régions ont des données sur la FPC et donc, en attendant qu'Octopilote puisse venir irriguer toutes les régions, en fait, les régions nous envoient leurs propres données FPC, ce qui nous permet en fait de pouvoir alimenter Octopilote. Donc, il y a des données, par exemple, au Pays de la Loire, il y a des données sur la Nouvelle-Aquitaine, et puis il y a des données que l'on peut récupérer via le RCO, bien évidemment. Donc, oui, Agora sera évidemment greffé à Octopilote et ce sera une source incontournable. Mais on est en attente. Voilà, et juste pour préciser, un RCO est membre du comité de pilotage d'Agora. On verse déjà l'intégralité du catalogue RCO dans l'outil Agora et par réciprocité, on devrait accéder à tous les éléments de mise en relation. Voilà, mais c'est quelque chose, l'accrochage n'est pas encore finalisé pour l'intégralité des territoires. Donc effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, ils ont un dispositif de suivi de la formation professionnelle continue qui leur permet d'ores et déjà d'avoir des données très, très qualitatives. Pour les autres territoires, c'est plus un travail individuel, mais voilà, il y a bien un lien prévu entre RCO, Octopilote et les données qui seront dans Agora. Merci beaucoup à tous et à toutes. On peut peut-être conclure pour une fois qu'on peut terminer avant l'heure et ne pas être trop en retard sur nos deadlines. Je vais laisser la main. Merci à toutes et à tous. Donc, on va conclure cette conférence. Vous pourrez retrouver le replay de cette conférence sur le site de France Stratégie dans quelques jours. Et on mettra les liens nécessaires dont on a parlé, Octopilote, etc. aussi, pour que vous puissiez aller voir plus précisément. Et je voulais juste ajouter, en dehors de vous inviter à aller voir sur le site les 2 rapports prospective des métiers national et régional, qu'on a mis beaucoup l'accent dans cet exercice-là sur sa diffusion et qu'effectivement, on va essayer de faire des conférences régionales de métiers dans toutes les régions métropolitaines et non pas seulement en Pays de la Loire, avec, Inch'Allah, les présidents de région et les préfets de région en rôle-titre
Merci Cécile. Merci Cécile et à bientôt pour d'autres réunions thématiques du réseau emploi compétences avec plaisir. Au revoir.